Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue au journal du soir de Télé Liban. Dans un discours devant le corps diplomatique, le président de la République, Joseph Aoun, a dressé le bilan de sa première année au pouvoir. Il a surtout qualifié le processus de monopole de l'État sur les armes de tournant historique, affirmant que le Liban n'a jamais été aussi proche de restaurer pleinement sa souveraineté depuis 40 ans. Devant les ambassadeurs et représentants des organisations internationales, le président Joseph Aoun a défendu une ligne claire, restaurer l'autorité de l'État et sortir le Liban de la logique des conflits. Au cœur de son message, une décision qu'il qualifie de fondatrice, le cantonnement des armes aux seules forces légales. Le chef de l'État affirme qu'aucun tir n'est parti du Liban depuis un an, hors incident isolé rapidement maîtrisé, et que l'armée libanaise contrôle désormais de facto le sud du Litanie. Un progrès inédit selon lui malgré les violations israéliennes du cessez-le-feu et les campagnes de dénigrements internes. Joseph Aoun insiste, cette politique vise à protéger le Liban de toute aventure militaire et à empêcher qu'il ne serve de champ de bataille pour des conflits extérieurs. Sur le plan intérieur, le président met en avant la reconstruction de l'appareil d'État, plus de 2000 décrets adoptés, des nominations clés et surtout l'adoption de la loi sur l'indépendance de la justice. Il se félicite également d'une reprise économique progressive soutenue par une amélioration des indicateurs financiers et un regain touristique notable. À l'international, le Liban revendique son retour dans le giron arabe et multilatéral avec l'annonce d'un sommet international de soutien à l'armée libanaise prévu à Paris. Message final du chef de l'État, le Liban est un pays de paix, attaché à la souveraineté et déterminé à reconstruire son avenir hors des logiques de guerre. أعدكم أننا السنة المقبلة وفي تاريخ يوم قريب من تاريخ هذا اليوم سنلتقي مجددا هنا وستكون جردة إنجازاتنا أطول وسيكون وطني في ظروف أفضل ويكون أهلي في خير أكثر وحياة أوفر. Réformer un secteur longtemps symbole de l'échec de l'État libanais. Le ministre de l'économie et de l'eau, Joe Saddi, affirme que le redressement du secteur de l'électricité est désormais engagé selon une feuille de route précise, un chantier prioritaire accompagné de projets structurants et d'un règlement de compte politique. Le redressement du secteur de l'électricité au Liban est en marche, assure le ministre de l'Énergie et de l'eau, Joe Saddi. Lors d'une conférence de presse, il a affirmé que le gouvernement travaille à la reprise progressive du secteur selon une stratégie définie, indispensable à la relance économique et au retour de la confiance des investisseurs. Deux nouvelles centrales électriques sont jugées prioritaires à Zahrani et à Der Ammar pour un coût estimé à 2 milliards de dollars. Le ministre précise que les discussions se poursuivent à la fois avec des pays partenaires et avec le groupe de la Banque mondiale. Parallèlement, Saddi mise sur les énergies renouvelables, la réhabilitation de la centrale de Nahr el-Bared, de 3 centrales hydroélectriques sur le Litani et la transition vers le gaz naturel avec une diversification des sources d'approvisionnement. Autre projet stratégique, le raccordement électrique avec Chypre dans l'étude de faisabilité économique sera financé par la Banque mondiale. Le ministre a également dénoncé l'ampleur du vol d'électricité qui représente près de 30% de la production et coûte environ 200 millions de dollars par an à l'État. Des poursuites judiciaires ont été engagées contre les principaux contrevenants, tandis que les institutions publiques ont commencé à régler leurs factures. Enfin, Joe Saddi a vivement critiqué ce qu'il accuse d'avoir conduit le secteur à l'échec, estimant que le passé de ceux qui attaquent aujourd'hui est connu et qu'ils n'ont aucune leçon à donner. Les négociations qui ont eu lieu hier à Damas entre le chef kurde Mazloum Abdi et le président Ahmad Sharaa se sont totalement effondrées, alors que Damas annonce un cessez-le-feu et l'intégration des forces kurdes dans l'État syrien. La guérilla du PKK affirme qu'elle ne laissera jamais seuls les Kurdes de Syrie.
Entre pression régionale, recomposition du pouvoir et crainte d'abandon, l'avenir des Kurdes reste plus que jamais incertain. Dans le nord-est de la Syrie, l'inquiétude grandit. À Qamishli, principale ville kurde, des déplacés affluent depuis plusieurs jours, fuyant la progression rapide de l'armée syrienne dans les provinces de Rekka et de Deir ez-Zour. Cette avancée fait suite à l'annonce d'un accord entre le président syrien Ahmad al-Sharaa et le chef des forces démocratiques syriennes, Mazloum Abdi. Un texte qui prévoit un cessez-le-feu et l'intégration des forces kurdes dans les institutions de l'État syrien. Les présidents syriens Ahmad al-Sharaa et américain Donald Trump avaient également affirmé lors d'un échange téléphonique la nécessité de garantir les droits des Kurdes dans le cadre de l'État syrien, tout en insistant sur l'unité et l'intégrité du territoire. Mais sur le terrain, l'application reste fragile. Les négociations menées à Damas sont jugées peu concluantes par des responsables kurdes, tandis que l'armée syrienne affirme désormais contrôler totalement Rekka et Deir ez-Zour. Des affrontements sporadiques ont toutefois éclaté autour de la ville de Rekka, notamment près des prisons abritant des détenus liés au groupe État islamique. Dans ce contexte, la guérilla kurde du PKK hausse le ton. Depuis la Turquie, son chef militaire, Murat Karayilyan, affirme que le mouvement ne renoncera jamais aux Kurdes de Syrie, dénonçant une offensive soutenue selon lui par Ankara et la communauté internationale. Une position qui place la Turquie sous tension. À Diyarbakir et Istanbul, des manifestations de solidarité avec Kurdes syriens ont été dispersées par la police. Pour Ankara, l'opération syrienne est au contraire saluée comme une gestion militaire sage, selon le président Recep Tayyip Erdogan. De leur côté, les États-Unis et l'Union européenne appellent à la désescalade tout en réaffirmant leur attachement à l'unité territoriale syrienne. Pris entre promesses politiques et réalité militaire, les Kurdes redoutent aujourd'hui la fin de leur autonomie. Une page se tourne sans garantie sur celle qui s'ouvre. L'Agence des Nations Unies pour les réfugiés palestiniens dénonce une attaque sans précédent après la démolition par Israël de bâtiments de son siège dans la partie orientale de la ville. Une opération qui suscite de vives réactions et pose de lourdes questions juridiques et politiques. À Jérusalem-Est, les bulldozers sont entrés en action dès l'aube. Des forces israéliennes ont investi le complexe de l'UNRWA, l'agence onusienne pour les réfugiés palestiniens, avant de procéder à la démolition de plusieurs bâtiments. Selon l'UNRWA, les gardes de sécurité ont été contraints de quitter les lieux, puis des engins de chantier ont commencé à raser une partie du site sous protection militaire. Un drapeau israélien a ensuite été hissé au-dessus du complexe. Pour l'agence onusienne, il s'agit d'une violation grave du droit international. Une attaque sans précédent, dénonce Roland Frerich, directeur de l'UNRWA en Cisjordanie et à Jérusalem-Est, rappelant que les locaux des Nations Unies bénéficient d'un statut protégé et inviolable. Le siège de l'UNRWA n'était plus occupé depuis près d'un an après l'interdiction de ses activités décidée par Israël et entrée en vigueur fin janvier 2025. Une décision appliquée à Jérusalem-Est, territoire annexé par Israël, mais considéré comme illégalement occupé par l'ONU. Sur place, des responsables politiques israéliens ont été aperçus pendant l'opération, renforçant la portée symbolique de cette démolition. Selon Haaretz, citant des sources, Israël prévoit de construire 1400 logements dans la zone où se trouve le bâtiment de l'UNRWA à Jérusalem. Alors que l'UNRWA joue un rôle central dans l'aide humanitaire aux Palestiniens, cette action marque une nouvelle étape dans le bras de fer entre Israël et l'agence onusienne sur fond de tensions persistantes autour du statut de Jérusalem-Est. Un an après son retour à la Maison-Blanche, Donald Trump a profondément marqué la politique américaine et l'ordre international. Pouvoir exécutif renforcé, coupes budgétaires massives, tensions diplomatiques. Retour en chiffres sur 12 mois de présidence. Depuis son investiture, Donald Trump a signé plus de 120 décrets présidentiels en un an, dont le premier est l'un des plus critiqués, la sortie des États-Unis d'Amérique de l'accord de Paris sur le climat. La Maison-Blanche concentre davantage le pouvoir exécutif avec plusieurs procédures judiciaires engagées contre des adversaires politiques et une volonté affichée d'étendre les prérogatives présidentielles.
Le président américain, âgé de 79 ans, est devenu le plus vieux président jamais élu aux États-Unis. Selon plusieurs constitutionnalistes, l'exécutif fonctionne désormais comme une extension directe de la personnalité du chef de l'État. Sur le plan antérieur, l'administration Trump a fait du pouvoir d'achat un axe central, mais un an après, l'inflation annuelle reste supérieure à 4% et le déficit budgétaire fédéral dépasse les 1800 milliards de dollars malgré des annonces de rigueur. La dette publique américaine franchit, elle, le seuil des 35 000 milliards de dollars, un record historique alimenté notamment par les baisses d'impôts et l'augmentation des dépenses sécuritaires. Côté immigration, plus de 2,3 millions de personnes ont été interpellées à la frontière sud en 2025, selon les autorités américaines. Les opérations de reconduite à la frontière ont augmenté près de 40% en un an, suscitant de vives critiques d'ONG et de responsables démocrates. Sur le plan international, la rupture est nette. Dès janvier 2025, Washington a gelé 83% des programmes de USAID, l'agence américaine pour le développement. Avant ces décisions, les États-Unis finançaient plus de 40% de l'aide humanitaire mondiale. La diplomatie américaine s'est également durcie. Donald Trump a remis en cause plusieurs équilibres internationaux, évoquant des ambitions territoriales symboliques sur le Groenland ou le Canada et multipliant les tensions avec des alliés traditionnels. À l'intérieur, Donald Trump prépare déjà les élections de mi-mandat. Il met en garde contre une possible procédure de destitution en cas de basculement du Congrès, tout en contestant, par avance, la fiabilité du système électoral américain. Avant l'ouverture du Forum économique mondial de Davos, la contestation monte en Suisse. Environ 2000 personnes ont manifesté dans le centre de Zurich pour dénoncer la venue du président américain Donald Trump, attendu mercredi au Forum. Derrière une large banderole proclamant Trump not welcome, les manifestants mobilisés à l'appel de partis et d'organisations de gauche ont dénoncé le Forum économique mondial, qualifié de symbole de l'oligarchie et du capitalisme mondial. Des slogans contre les guerres impérialistes ont scandé dans une ambiance rythmée par les pétards et les fumigènes. Pour les organisateurs, le Forum économique mondial de Davos serait devenu un cirque d'oligarques et d'autocrates. Ils disent vouloir protester contre la présence de dirigeants qu'ils jugent incompatibles avec les valeurs démocratiques, citant notamment Donald Trump. La manifestation s'est d'abord déroulée dans le calme, sous un important dispositif policier. Mais ensuite, la situation s'est tendue. Les forces de l'ordre ont fait usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser plusieurs centaines de manifestants qui bloquaient un carrefour. Contactée, la police zurichoise n'a pas communiqué sur d'éventuelles arrestations ou blessés. Donald Trump doit s'exprimer mercredi à Davos, un discours très attendu, un an après sa seconde investiture à la présidence des États-Unis, est déjà contesté dans la rue. En parallèle de l'ouverture du Forum économique mondial de Davos, l'ONG Oxfam tire la sonnette d'alarme. Dans un rapport, elle dénonce une explosion record de la fortune des milliardaires qu'elle juge dangereuse pour la démocratie et les libertés politiques. Une critique qui vise notamment la politique de Donald Trump. À Davos, capitale mondiale du pouvoir économique, le temps d'une semaine, le décor est planté. Mais avant même l'ouverture du sommet, Oxfam publie un rapport au ton alarmant. En 2025, la fortune des milliardaires a atteint un niveau jamais vu. Selon l'ONG, les 12 personnes les plus riches de la planète possèdent désormais davantage que la moitié la plus pauvre de l'humanité, soit près de 4 milliards de personnes. Au total, plus de 3 000 milliardaires concentrent 18 300 milliards de dollars, une richesse qui a progressé 3 fois plus vite ces dernières années que lors de la période précédente. Pour Oxfam, cette accusation n'est pas seulement économique, elle est politique. Les ultra-riches bénéficieraient d'un accès privilégié aux institutions, financeraient les campagnes électorales et rachèteraient des médias, affaiblissant la démocratie et la liberté d'expression. L'ONG pointe directement les États-Unis et la politique fiscale menée sous la présidence de Donald Trump, dont plusieurs membres du gouvernement sont eux-mêmes milliardaires. À Davos, la contestation est déjà visible. Des centaines de manifestants dénoncent un forum qu'ils jugent dépourvu de légitimité démocratique, accusant les élites économiques de décider de l'avenir du monde sans mandat populaire. Pour Oxfam, les inégalités nourrissent un cercle vicieux. Plus de richesse, plus d'influence,
et moins de droits pour le plus grand nombre. L'ONG appelle à une taxation réelle des grandes fortunes et à une limitation de leur pouvoir politique. Le monde de la mode est en deuil. Le grand couturier italien Valentino Garavani est mort à l'âge de 93 ans. Créateur des icônes, ami des stars et figure majeure de la haute couture, il laisse derrière lui un héritage immense. Retour sur le parcours d'une légende de la mode italienne. Il était l'un des derniers géants de la haute couture. Le couturier italien Valentino Garavani est mort à Rome, à l'âge de 93 ans. Une disparition qui marque la fin d'une époque pour la mode italienne et mondiale. Né en 1932 à Voghera, dans le nord de l'Italie, Valentino se passionne très jeune pour la mode. Il se forme à Paris auprès des grandes maisons françaises, avant de revenir en Italie. En 1960, il ouvre sa maison à Rome, avec son compagnon et partenaire de toujours, Giancarlo Giametti, qui jouera un rôle clé dans la transformation de la griffe en marque internationale. Valentino impose très vite un style reconnaissable. Des robes cousues entièrement à la main, des matières nobles, des lignes pures et surtout une vision claire. Une femme doit faire tourner les têtes quand elle entre dans une pièce. Sa rencontre avec Jackie Kennedy en 1964 est déterminante. Elle lui confie sa garde-robe et choisit une création Valentino pour son mariage avec Aristote Onassis. L'Amérique succombe. En 1970, Valentino devient le premier couturier italien à ouvrir une boutique à New York, consacrant son rayonnement international. Hollywood suit. D'Elizabeth Taylor à Audrey Hepburn, de Sophia Loren à Julia Roberts, les stars se pressent dans ses salons. Aujourd'hui, les hommages affluent. Gwyneth Paltrow parle de la fin d'une époque. Cindy Crawford salue un véritable maître de l'art. Sophia Loren évoque son âme généreuse. Et François-Henri Pinault, président du conseil d'administration de Kering, rend hommage à un maître incontesté de la couture. Retiré des podiums depuis 2008, Valentino laisse derrière lui un héritage immense. Ses funérailles auront lieu vendredi à Rome. Le créateur s'en va, mais son élégance, son rouge iconique et sa vision de la beauté continuent de traverser le temps. À l'heure des mails, des messages instantanés, des démarches en ligne, la Poste semble parfois appartenir à un autre temps. Et pourtant, elle continue de rythmer notre quotidien, plus discrète mais toujours bien présente. Un regard sur ces lettres qui résistent encore au tout numérique. Il y a eu un temps où la Poste sonnait comme une promesse. Une enveloppe dans la boîte aux lettres, un timbre collé de travers, et parfois l'impatience d'attendre le facteur. La Poste, c'était le rythme lent, celui des lettres écrites à la main, des cartes postales envoyées depuis la mer, des factures qu'on ouvrait avec un soupir, mais qu'on ouvrait quand même. Aujourd'hui, le numérique a tout bousculé. Les courriers sont devenus des notifications, des échanges instantanés, et la boîte aux lettres, souvent vide. Pourtant, la Poste résiste. Dans les documents officiels, les convocations, les contrats et ces lettres, qu'on préfère encore confier au papier, parce qu'elles engagent, parce qu'elles marquent. La Poste, ce n'est plus seulement des mots, c'est aussi des gestes. Le tri, le cachet, le passage quotidien du facteur, discret mais toujours là. Moins visible peut-être, mais toujours indispensable. Car le papier, lui, ne se supprime pas d'un clic. Il s'archive, il se classe, il raconte le temps qui passe. Et au fond, tant qu'il y aura une boîte aux lettres quelque part, la Poste aura encore quelque chose à distribuer. Et enfin, en Corée du Sud, une nouvelle folie sucrée fait fondre les gourmands et vider les étals. Des truffes inspirées du célèbre chocolat Dubaï s'arrachent dans tout le pays, provoquant rupture de stock et file d'attente dès l'aube. Une tendance virale portée par les réseaux sociaux et les stars de la pop. Une petite truffe ronde au corps fondant, inspirée du chocolat Dubaï. Fourrée à la pistache et au kadaïef, cette sucrerie, baptisée Dojeonku, est devenue le dessert le plus convoité du moment en Corée du Sud. En quelques semaines, les recherches en ligne ont explosé et les ruptures de stock sont devenues quotidiennes. Même sans s'y prêter attention au départ, quand tout le monde en parle, on finit par vouloir goûter, confie Nam So-eun, employé de bureau. Le phénomène dépasse les cafés branchés. Restaurants traditionnels, bars à sushi, tous surfent sur la vague. Certains clients vont jusqu'à consulter des cartes en ligne indiquant en temps réel où les truffes sont encore disponibles. Effet viral oblige, la tendance est aussi alimentée par la K-pop.
Une simple photo par une star, lèvres couvertes de chocolat, a suffi à lancer la mode de la lèvre d'Ujonku. Même la Croix-Rouge coréenne s'en est emparée, offrant ses truffes aux donneurs de sang. Résultat, un afflux record de volontaires. Mais ce plaisir a un prix, environ 6500 won la pièce pour 50 grammes et 500 calories. Un phénomène éphémère ou le nouveau symbole de la gourmandise virale. En Corée du Sud, une chose est sûre, ces truffes font déjà fondre tout le monde. C'est la fin de ce journal. Merci à vous de votre fidélité. Excellente fin de soirée et à très bientôt.